Je m'en réjouis. Je vous avoue quand même que, à titre personnel et au nom de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la République démocratique du Congo est un pays que l'on aime bien, où on a des attaches, où on a des amis, où on connaît des militants courageux. On sait que c'est un pays qui est plein de potentialités humaines avant tout. Et puis chaque fois qu'on en parle, malheureusement, c'est toujours quand il y a des drames, quand il y a des violations des droits de l'homme. Et malheureusement, celles-ci se succèdent. De cibler, elles sont parfois plus massives. On a l'impression d'être dans une spirale dans laquelle il est difficile de sortir. On a l'impression d'avoir des autorités publiques dont le respect des droits de l'homme n'est certainement pas l'alpha et l'oméga des politiques qu'ils mettent en place, loin de là. Et ce qui est dénoncé aujourd'hui, je vais directement laisser la parole à Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH. Ce sont des événements malheureusement dramatiques de la fin de l'année dernière et qui ont à nouveau débouché sur une répression aveugle, violente, indiscriminée et cette fois-ci massive. Mais je laisse tout de suite Paul prendre la parole. Je t'en prie, Paul. Merci, Benoît. Bon, il y a le rapport qui vous a été remis. Ce rapport a également un support très détaillé. Les noms des personnes que vous allez retrouver qui sont des victimes dans ces pages, chacune de ces victimes a toute une histoire de la répression qu'elle a subie à la date du 30 décembre 2013 ou aux environs de ces dates-là, et même jusqu'aujourd'hui. Alors c'est pour nous, la FIDH, avec son partenaire, la Ligue des électeurs, sur place, et tous les autres membres de la société civile congolaise, les défenseurs des droits de l'homme, c'est pour nous un réel plaisir de nous trouver devant le collègue de la presse congolais et même la Libre, l'agence Belga, et avec évidemment l'association des victimes qui est représentée par sa présidente ici, afin de rendre public ce rapport. Et beaucoup de milieux très intéressés attendent que ce rapport leur parvienne, puisque ce qui s'est passé le 30 décembre 2013 dépasse l'entendement des communs des mortels. Il y a eu massacre d'hommes, il y a eu massacre des civils. Et ce 30 décembre 2013, à 8h30, comme vous pouvez le constater dans le rapport, la ville de Kinshasa s'est réveillée sur une panique générale. Il y a eu pratiquement un groupe de jeunes qui avait envahi la RTNC, un autre groupe, l'état-major général, à Mongaliema et l'aéroport international d'Ndjili. Et ces personnes, toutes des civils, se réclamaient du prophète Joseph Mukungubila, du ministère pour la restauration à partir de l'Afrique noire. Ces personnes ont été carrément et simplement massacrées à l'arme lourde, puisque ces personnes voulaient absolument faire entendre leur voix à la suite de si vous voulez, de l'attaque dont certains de leurs membres étaient victimes en date du 28 et 29 décembre à Lubumbashi. Ces personnes étaient en train de distribuer la deuxième lettre de M. Mukungubila, les invitant, si vous voulez, invitant le peuple congolais à se prendre en charge et à revendiquer pour que l'occupation dont la République démocratique du Congo est victime ne puisse pas continuer, afin de libérer cette population congolaise de cette tyrannie rwandaise. Ces personnes avaient été arrêtées à Lubumbashi
torturés et malmenés, l'information avait circulé dans l'église de Joseph Mukungubila, au point que, comme vous le savez, le 30 décembre, c'est pratiquement la veille de festivités de fin d'année. Et la plupart des Congolais se réfugient dans la prière, dans des cultes organisés par les différentes confessions. Et ces personnes ont été amenées à se mobiliser et à réclamer la libération, si vous voulez, de leurs qui étaient malmenés et torturés. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont décidé d'aller à ces endroits stratégiques pour passer leur message. Main nue, s'il vous plaît, avec des bâtons, seulement des petits bâtonnets, etc. Et un message qu'ils avaient préparé dans le style et le format ainsi que le contenu de la lettre, la dernière lettre de Joseph Mukungubila. Alors, malheureusement, nous avons tous suivi, ils ont fait la démonstration qui a été vite interrompue. Les images passées, malheureusement, les sons de leur message, au fond, étaient bloqués en ce moment-là par les techniciens. Et vite, la répression s'est mise en place. Les éléments de la police, avec les éléments de la garde républicaine, ont dû utiliser l'armement lourd pour faucher toutes ces personnes là où elles s'étaient amenées pour protester, notamment à la RTNC, à l'état-major général à Mongaliema. Et du coup, à Lubumbashi, le 6e, je crois, le 6e commandement militaire, avec les éléments de la garde républicaine, ont dû, disons, prendre d'assaut les 2 résidences de Joseph Mukungubila, croyant les trouver là-bas. Mais comme il y avait des adeptes du ministère qui priaient, qui étaient en prière, bon, ils ont cru que effectivement Mukungubila, M. Mukungubila était avec eux en ce moment-là. Alors, ils ont encerclé les 2 résidences. Il y avait plus de 250 adeptes du ministère qui, malheureusement, se sont aperçus qu'ils étaient encerclés et qu'ils étaient pris en otage, pratiquement. Et du coup, ça a duré, le même 30 décembre, ça a duré des heures. Ils ont essayé de se frayer un passage avec les gardes de Joseph Mukungubila qui n'étaient pas armés. Alors, c'est en ce moment-là, l'ordre avait été donné de les massacrer à l'armement, avec des armes lourdes, des lance-roquettes. Il y a eu bain de sang. Vous verrez dans le rapport qu'ils ont dû utiliser à peu près 7 camions bennes pour évacuer les personnes exécutées sommairement, ainsi que les blessés. Et c'était un carnage à notre niveau, au niveau de l'enquête que nous avons menée avec la Ligue des électeurs et d'autres partenaires, et même avec la MONUSCO et d'autres organisations de la société civile. On a dû constater tout simplement que les témoignages qui ont été donnés pourraient nous amener au-delà du chiffre de 103 victimes fauchées que le ministre Lambert Mende avait essayé d'avancer comme victime de part et d'autre. Mais tous les éléments et les détails se trouvent dans ce rapport. Alors, c'est plus de 230 victimes pour nous, en recoupant les témoignages. Et nous avons compris que c'était un massacre inadmissible, une violation flagrante des droits de l'homme. Alors, du coup, nous sommes allés, notre mission d'enquête est allée approcher les autorités. Mais la réponse des autorités était, dans un premier temps, voilà, ce sont des terroristes qui voulaient déstabiliser l'État, déstabiliser les institutions.
s'en prendre au président Kabila, et l'ordre avait été donné de le neutraliser par tous les moyens. Était-il armé? Non. À un moment donné, ils se sont contredits, etc. Bon, finalement, nous avons demandé à accéder, si vous voulez, dans le lieu de détention où des personnes étaient gardées, étaient détenues à Kinshasa, à Lubumbashi, et ceux du Maniema, de Kindu, avaient, nous ont-elles dit, ces autorités, ramené, si vous voulez, transféré à Kinshasa. Mais malheureusement, l'autorisation ne nous a pas été accordée. Et nous avons dû approcher par d'autres techniques d'information le détenu qui était gardé à l'ANER, à l'amigo de l'ANER. Et là, à l'ANER, nous avons obtenu les listes des personnes qui étaient incarcérées dans ces amigos. Et nous avons également constaté qu'il y a eu beaucoup de disparus. Et il y a eu également des personnes qui ont été enterrées presque vivantes, puisque blessées par balle. Et j'étais dans des camions bennes, et il y a des fosses communes, notamment à Lubumbashi, dans des endroits que vous allez retrouver, dans des lieux bien précis que vous allez retrouver dans notre rapport. Alors, à un moment donné, nous avons constaté que les autorités ne voulaient plus parler de ces dossiers et ils nous soumettaient à une autorisation qui ne nous est jamais accordée depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous avons dû également constater que la traque de tout ce qui est lié au ministère pour la libération, la restauration plutôt, ministère pour la restauration à partir de l'Afrique noire, de Joseph Mukungubila, tout ce qui est proche, les adeptes ou proches de ces ministères, de loin ou de près, faisaient l'objet d'une traque sérieuse, au point qu'aujourd'hui nous avons recensé des centaines, si vous voulez, de personnes disparues, de personnes jusqu'à aujourd'hui disparues. C'est dans ce cadre-là que nous avons été saisis dès le départ par les adeptes de Joseph Mukungubila, ici représenté par Emmanuel, et notre évêque qui est de l'autre côté, pour que l'on fasse quelque chose pour arrêter cette traque et porter à la place publique toutes ces informations. Malheureusement, le 30 décembre, c'est pratiquement ici, en Europe, ici au nord, un jour de congé, de fête. Nous, au niveau de la FIDH, nous avons essayé de secouer certaines ambassades. Malheureusement, les acteurs étaient en vacances. Et après les vacances, nous avons essayé de prendre contact avec ces autorités. C'est comme ça que Kinshasa, ces acteurs internationaux, Kinshasa a essayé de s'adonner à une tâche de nettoyer toutes les traces possibles qu'il y a dans ce massacre, que ce massacre a laissé au niveau de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kindu et Kolwezi et même à Kisangani. Alors voilà pourquoi nos enquêtes nous ont amenés à ceci, que la responsabilité de ce massacre incombe à l'État congolais, puisque de aucune manière on ne peut justifier une telle boucherie humaine en recourant, je dis bien, je souligne le mot, aux armes lourdes, lance-roquettes et autres. Et aujourd'hui, l'État congolais n'a rien fait pour ouvrir, mener ou promouvoir, si vous voulez, mener une enquête là-dessus indépendante. Aujourd'hui, l'État congolais n'a ouvert
aucune instruction judiciaire à Kinshasa, seulement à Lubumbashi, où les choses ne semblent pas marcher. Alors, nous nous trouvons devant une volonté délibérée de pouvoir étouffer, effacer toutes les traces de cette tragédie humaine que les populations civiles congolaises, adeptes du ministère de Joseph Mukungubila, sont victimes. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait des recommandations allant dans le sens de promouvoir, si vous voulez, la vérité de ce qui s'est passé, afin que l'opinion sache pour une énième fois en République démocratique du Congo, les personnes et les biens n'ont pas été ou ne sont pas protégés par ceux qui sont censés les protéger. Alors, puisque à ce jour même, les familles n'ont pas été informées du lieu et des conditions d'incarcération de ceux qui sont détenus, ni du sort des corps de leurs proches décédés. Nos enquêteurs ont sollicité et attendent encore l'autorisation des autorités pour prendre contact direct avec les victimes et échanger avec elles sur leur sort. Alors, beaucoup, dans cette débandade, beaucoup ont pris les larges, se sont réfugiés. Les adeptes du ministère se sont réfugiés au Congo-Brazzaville, en Zambie. Et il y a quelque temps, vous avez appris que lui-même, Joseph Mukungubila, est en Afrique du Sud, où il a eu des ennuis. Et nous avons dû aussi essayer un peu de réveiller, si vous voulez, faire du plaidoyer en direction des autorités sud-africaines pour que Joseph Mukungubila ne soit pas extradé vers la République démocratique du Congo, où il n'existe pas une justice qui fonctionne normalement. Alors, au vu de toute cette tragédie, nous avons fait des recommandations en direction des autorités congolaises. Nous leur avons demandé de procéder à la libération de tous les détenus et à la cessation de tous les actes discriminatoires et ou attentatoires à la dignité humaine fondés sur l'appartenance établie ou supposée au ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire, ainsi que des perquisitions domiciliaires et arrestations arbitraires et illégales à l'encontre des adeptes de Paul Joseph Mukungubila Mutombo. Nous leur avons demandé aussi de procéder à la publication de la liste de tous les détenus et des lieux de leur détention pour permettre aux familles de leur rendre visite. Nous avons également demandé à ces autorités l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire la lumière sur les crimes graves de violation des droits de l'homme perpétrés le 30 décembre 2013 et les jours qui ont suivi dans le cadre de cette affaire et l'engagement de poursuites contre leurs auteurs présumés. Nous avons demandé qu'on puisse procéder à l'exhumation des corps ensevelis dans les fosses communes, notamment à Lubumbashi, leur identification et leur remise aux familles pour les obsèques dignes. Alors, nous avons aussi adressé une recommandation aux autorités des pays limitrophes, notamment la Zambie et le Congo-Brazzaville. Nous leur demandons de garantir la protection des personnes visées par les exactions et la répression fondée sur leur appartenance au ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire de Paul Joseph Mukungubila Mutombo et le cas échéant, leur accorder le statut de réfugiés. En Zambie, à ce que nous sachions, les demandeurs d'asile, je crois, nos amis du ministère vont le confirmer, et de l'association, les demandeurs d'asile ont obtenu leur statut. Ils sont protégés en Zambie. Et là encore, nous avons essayé si vous voulez, d'informer, de documenter, si vous voulez, les autorités zambiennes. Mais en Afrique du Sud, il y a encore des petits problèmes, mais nous suivons le cas des demandes de statuts qui sont formulées par, si vous voulez, les victimes, y compris
Monsieur Paul-Joseph Mukungubila Mutombo. Alors, nous avons adressé une recommandation aux Nations Unies, à la MONUSCO, pour procéder à une enquête indépendante afin de faire la lumière sur ces événements et d'établir des responsabilités de tous les auteurs des crimes et des graves violations des droits humains perpétrés les 30 décembre 2013 et les jours qui ont suivi la traque dans cette affaire. À l'Union africaine et aux diplomaties influentes, nous leur avons demandé de condamner ces violations de droits humains et exiger des autorités congolaises le respect de ces engagements nationaux et internationaux en procédant à une enquête indépendante permettant l'aboutissement d'une procédure judiciaire impartiale et le jugement des auteurs responsables des graves violations des droits humains perpétrées le 30 décembre 2013 et les jours suivants. Voilà l'ensemble de recommandations qui ont été faites. Mais dommage que, comme Benoît l'a dit et qui connaît si bien la République démocratique du Congo, souvent quand les défenseurs des droits de l'homme, les associations des droits de l'homme parlent de la RDC en termes de respect des droits de l'homme, c'est avec des tableaux très très sombres. Vous vous souvenez de 2007-2008 avec les mêmes types de répression meurtrière opérées dans le Bas-Congo par la police, les bataillons Simba. Et vous vous en souvenez, Floribert Chebeya en a payé le prix, puisqu'il détenait des informations précieuses de la part des victimes. Alors, on n'a pas tiré la leçon. Les responsables politiques congolais n'ont pas amélioré, si vous voulez, n'ont pas tiré les leçons qui s'imposaient, qui sortaient sous forme de recommandations émises par les associations de défense des droits de l'homme. Et on nous a plutôt, les acteurs internationaux nous ont dit, bon, il faut réformer, il faut mieux faire pour la réforme du secteur de la justice et même le secteur de la sécurité. On y a pompé de l'argent, mais le résultat est là. La police, la garde républicaine, actuellement super armée, mieux armée, et qui est à la base de tous ces massacres de population au jour le jour. C'est pour nous, défenseurs des droits de l'homme, encore une fois, nous disons que ces réformes ont échoué. Voilà pourquoi, à travers cette énième tragédie où les populations civiles sont massacrées, nous pensons que les organisations des droits de l'homme vont se mobiliser davantage pour que cette énième violation grave des droits de l'homme ne reste pas impunie. En ce qui nous concerne, nous, la FIDH, avec nos membres de la RDC, nous allons nous placer aux côtés des victimes pour que leurs droits soient respectés par tous les moyens. En ce moment même où nous tenons cette conférence, il y a à Kinshasa la Ligue des électeurs, la SADO et les autres membres de la société civile et des associations des droits de l'homme qui organisent la même conférence à Kinshasa. Jusque-là, tout est calme. Nous savons que les autorités vont réagir d'une façon ou d'une autre, mais nous sommes prêts pour défendre, si vous voulez, soutenir les victimes qui se comptent par plusieurs centaines actuellement. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, chers amis, vous avez quelques détails, quelques précisions dans le rapport qui vous a été remis.
Pour la suite, nous nous mettrons à votre disposition s'il y a des questions d'éclaircissement que vous voulez obtenir. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Déborah Nkoulou, qui est la présidente de l'association des victimes de ces événements du 30 décembre. Peut-être juste insister avant ça sur un point qui a été évoqué par Paul ici en terminant. On pense très fort à ces militants des droits de l'homme qui font le même exercice dans des conditions totalement différentes à Kinshasa, et on salue leur audace et leur courage. Madame Déborah Nkoulou, je vous cède tout de suite la parole. Merci de m'accorder la parole. Vous comprendrez que je sois envahie par l'émotion. Et c'est pour ça que, avant toute chose, avant de dire quoi que ce soit, vous me permettrez, vous tous ici présents, qu'on se lève les quelques minutes pour honorer toutes ces personnes qui ont été massacrées ce jour du 30. Juste une minute de silence, si vous le permettez, bien sûr. Je vous en prie. Merci. Merci. Donc, j'aimerais remercier, au nom de l'association des victimes du 30 décembre 2013 au Congo, remercier très très sincèrement la FIDH avec la Ligue des électeurs et vos autres partenaires. Déjà pour l'organisation de cette conférence aujourd'hui, qui en fait nous permet à nous, victimes, de porter notre voix, que notre voix soit entendue, puisque la presse est là, les médias sont là, et nous espérons que les médias qui sont présents pourront relayer ce rapport qui n'est pas des moindres, puisque la FIDH a déjà... sa réputation n'est pas à faire, je veux dire. Et donc, ce rapport est très important pour nous. Il est vrai qu'avant la FIDH, il y a eu d'autres organismes ou ONG de défense des droits de l'homme qui ont publié des rapports. Et celui de la FIDH compte particulièrement ou nous touche particulièrement parce qu'il est, on va dire, le plus détaillé et relate la vérité telle que nous l'avons vécue, telle que nos familles ont vécu ces événements malheureux du 30 décembre. Que dire, si ce n'est de dire que l'humanité, on dirait qu'elle perd de sa valeur au jour le jour, puisque nous sommes nés Congolais, puisque nous sommes nés sur la terre de la RDC, nous n'avons pas le droit d'exister tout simplement. Parce que comme M. Nsapou, je pense que vous m'avez aidé à relater les faits. Je n'ai pas beaucoup à dire puisque vous avez été vraiment très, très clair et très détaillé dans votre discours. La seule chose que je pourrais dire ici, c'est que pour nous victimes, il est important que nous puissions obtenir justice, que nous puissions obtenir réparation. Parce que, comme disait M. Benoît aussi tout à l'heure, tous les noms que vous voyez défiler comme ça, page après page, c'est des personnes humaines qui ont des familles, qui ont des histoires, ou qui les avaient. Puisque là, il y a eu des massacres, ceux qui ont été massacrés, il y a ceux qui sont encore portés disparus, il y a ceux qui sont encore emprisonnés jusqu'aujourd'hui, femmes, enfants, hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est entouré d'enfants et que ça ne nous gêne pas, puisque c'est notre vie réelle. Et donc, je disais qu'il est important pour nous, victimes,
que cette histoire ne reste pas un événement dont on se souviendra, oui, il y a eu. Non. Il faut que nous puissions aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire il faut que cette affaire puisse être portée aux instances judiciaires internationales. Et c'est pour ça que nous assurons la FIDH et tous ses partenaires de toute notre collaboration, puisque nous voulons que cette histoire puisse aller jusqu'au bout, que nous obtenions justice et aussi que la vérité soit sue, qu'elle se sache, parce que au lendemain de ces événements, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par notamment le gouvernement de Kinshasa, qui a voulu salir déjà la mémoire de tous ceux qui sont tombés, de tous ces sangs qui a été versé. Et nous ne voulons pas que cela reste ainsi. C'est pour ça que nous ne voulons pas nous taire et c'est pour ça que nous ne nous tairons pas. Je voudrais d'abord dire bonjour à toute la presse qui est ici présente et à tous nos amis qui sont venus assister à cette conférence. Bon, en tant que le porte-parole du prophète Mukungubila, je voudrais commencer d'abord par donc remercier le travail qui a été fait de la part de la FIDH, puisque ce rapport est celui qui se rapproche le plus de la version que nous vous avons présentée dès le commencement de ces événements, lorsque le gouvernement avait commencé sa propagande pour essayer de discriminer ou discréditer plutôt, merci, l'action et les revendications de nos frères qui se sont levés spontanément pour dire stop à une énième agression dont était victime le pasteur prophète Mukungubila. Donc les détails, vous les avez dans le rapport. Je pense que, comme vous, j'ai appris beaucoup d'éléments aussi. Nous avons appris beaucoup d'éléments, puisque il faut dire que depuis le 30 décembre, nos frères sont toujours cachés. Pour ceux qui sont en liberté, ils sont cachés. Ils n'ont plus le droit au travail. Ils vont plus au travail. Beaucoup ont perdu leur travail et les familles sont dispersées. Nous n'avons plus de nouvelles de beaucoup de nos membres. Nous ne savons pas exactement ce qui leur est arrivé. Et nous avons, grâce à ce rapport, donc aussi quelques informations qui nous ont vraiment beaucoup peiné, en particulier le prophète, qui est très affecté par tout ce qui arrive. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais juste insister sur un point ou deux par rapport à la lettre écrite, les deux lettres écrites par le prophète, et qui ont, si je peux dire, mis le courroux dans le chef de Kanambe, puisque nous l'appelons ainsi de son vrai nom, Kanambe, c'est celui de tout le monde, alias Kabila, et qui ont poussé à des atrocités pareilles. Donc le prophète, dans sa lettre, tient beaucoup à la liberté d'expression, comme vous pouvez le constater vous-même, tient beaucoup à la liberté d'expression et au bien-être des Congolais, mais au bien-être de l'homme en général. Mais les Congolais en particulier, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que nous subissons, nous en tant que Congo et le Congolais, subissons un traitement d'injustice et d'une barbarie qui n'a plus de nom. Il signalait dans ces lettres que la communauté internationale s'était mobilisée pour mettre fin à la Shoah, qui avait fait 6 millions de morts. Et il déplorait le fait que la communauté internationale ne puisse pas montrer de la pitié pour ce qui nous arrivait, nous, au Congo, avec plus de 8 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. On ne sait pas le chiffre, il n'y a jamais eu aucune enquête qui a été faite dans ce sens-là. Et il déplorait dans sa lettre également cette connivence de Kanambe avec le M23 qu'on ne comprenait pas trop bien. Et la découverte à Rumabango, je ne sais plus, là, à l'est, Rumarabo, merci,
de 300 tonnes d'armes que les M23 avaient laissées derrière eux. Et ces armes ont été identifiées comme provenant de l'Ukraine, achetées par le gouvernement congolais. Est-ce qu'aucun pays au monde ne peut accepter une chose pareille, que son président, soi-disant, achète des armes pour tuer, avec l'argent de Congolais, pour tuer les Congolais? C'est absurde, c'est inadmissible. Et c'est ça que le prophète Mukongobila a dénoncé dans ses lettres. Il a dénoncé un certain nombre de faits que je vous laisserai le loisir d'aller découvrir. Mais je voulais insister un peu plus et aller dans le même sens que Deborah Nkoulou, de sensibiliser un peu la communauté internationale sur le cas du Congo. Parce que nous ne savons pas où nous allons et nous ne savons pas qu'est-ce qui adviendra demain si nous restons là à croiser les bras et à regarder ce qui se passe. Donc nous lançons vraiment cet appel pathétique et je remercie au nom du prophète votre présence ici.